Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas, moi j'ai pas les retours. On est samedi 21 mars, premier jour du printemps. Et hier je vous l'avais annoncé ce live aujourd'hui. Un peu particulier puisque pour en tout cas nos amis européens et puis ça commence à gagner également. Je ne sais pas exactement comment est la situation au Canada, au Québec, mais ici on est en confinement. Et cette situation du coup nous impose des changements, nous impose un mode de vie sur lequel on est inégalement préparé. Et donc j'avais vraiment envie, bonjour Aurélie, salut, merci d'être connecté. Et je vois que vous vous connectez bien. Donc juste faites-moi un pouce pour voir si, salut Hélène, si le son et l'image sont OK. Et puis voilà, donc moi l'élan, bonjour Stéphanie, c'était de vous partager, non pas des conseils, parce que ça c'est peut-être un peu prétentieux, mais vous partager mes réflexions, mes expériences et puis également les partages qu'on peut avoir, soit dans les groupes de personnes que je suis et que j'accompagne, et puis dans nos discussions. Aurélie, ça fait du bien de te voir. Mais écoute, moi aussi, c'est vrai qu'on n'échange pas assez, mais peut-être que ce temps va nous permettre d'avoir paradoxalement plus d'échanges alors qu'on va être physiquement séparés. Donc, je pense que un live n'y suffira pas. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais on en fera d'autres. Et si vous êtes OK, je pense que dans les jours prochains, on pourra se donner rendez-vous. L'idée, c'est pas de repartir à zéro sur les bases de la nutrition, patati patata, la pleine santé, mais il y a des choses qui m'ont interpellé quand je me suis auto-observé. Ma réaction par rapport à l'annonce de confinement, par rapport aussi à ce stress ambiant, et même si on peut être plutôt peu inquiet, c'est mon cas, plutôt optimiste, c'est mon cas, etc. Il n'empêche que cette vibration de peur, cette vibration d'angoisse est bien présente, elle est prégnante, et donc on peut être soit dans le déni ou bien l'accueillir pour mieux, je ne sais pas si on peut la gérer ou la respirer, mais en tout cas faire avec et pouvoir limiter l'impact que l'on a dessus. Donc, l'idée, c'est de vous partager avec un focus sur cette situation de confinement. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien d'un point de vue bien-être et santé, et surtout, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre système immunitaire, puisque c'est sûrement le capital le plus précieux que l'on a à conserver. Donc, pour celles et ceux qui m'ont posé des questions en commentaire ou en message privé, j'en ai eu pas mal, même si ça reste encore timide, vous pouvez y aller. J'y répondrai peut-être en deuxième moitié sur les choses spécifiques, sachant que je ne vais pas apporter une réponse médicale, je ne suis pas médecin et ça serait totalement inapproprié d'aller sur ce terrain-là, d'autant plus à distance et de façon générale. Par contre, à partir de vos cas particuliers que vous m'avez soumises et soumis, j'essaierai de répondre le plus précisément à votre cas, mais surtout de pouvoir peut-être en faire profiter toute la communauté en généralisant un petit peu mes retours d'expérience. Donc, si vous le voulez bien, en premier lieu, moi j'ai envie d'aller sur un terrain dont on parle peu, qui est celui de la communication entre notre microbiote, et vous savez que c'est mon dada pour celles et ceux qui me suivent, notre microbiote et notre système immunitaire, et notre microbiote intestinal en particulier, mais également le microbiote pulmonaire. On a cru longtemps que nos poumons étaient en milieu stérile et qu'ils devaient rester stériles.
C'est absolument pas le cas. Les scientifiques ont découvert que nos poumons abritaient également un microbiote et que ce microbiote pulmonaire a un rôle protecteur extrêmement important. Et donc de la même façon que notre microbiote intestinal, alors microbiote je rappelle c'est l'ensemble des bactéries, champignons, virus, levures qui vivent en symbiose avec nous. On en a sur la peau, c'est le microbiote épidermique, on en a la plus grande colonie est dans notre côlon et dans notre système digestif, c'est le microbiote intestinal, mais on en a aussi au niveau de nos muqueuses, au niveau bouche, oreilles, sinus. Il y a un microbiote très important au niveau de ses fonctions, qui est le microbiote vaginal pour les femmes, qui protège la muqueuse et qui a un rôle essentiel de barrière et de maintien de la santé à ce niveau-là. Et on a un microbiote pulmonaire. Et donc, je ne vais pas faire un cours sur le microbiote pulmonaire, juste vous dire que le premier rempart contre les virus, les bactéries, les microbes pathogènes, ce sont nos propres microbes. Et ça, c'est important, parce que la tentation est grande de vouloir se mettre dans une bulle stérile ou d'éradiquer tous les micro-organismes ou toute forme de vie. Si on fait ça, nous-mêmes, notre vie n'est pas compatible avec une asepsie totale, avec une absence de micro-organismes. Et donc, c'est important de calmer cette peur, cette angoisse du micro-organisme, du microbe, etc. Et de pouvoir gérer un petit peu notre réponse entre les gestes et les recommandations qui vont favoriser les micro-organismes qui nous sont utiles, et je vais le détailler, et tout en faisant barrière à ceux qui nous sont pathogènes, et en particulier, là, l'actualité sur le Covid, mais on peut étendre vraiment à tous les pathogènes ce que je vais vous partager. Donc, premier point, les micro-organismes et les microbes qui vivent en symbiose avec nous sont le premier rempart contre les infections extérieures. Et ça, c'est important parce qu'ils ont la capacité, et sans qu'on ait rien à faire, si ce n'est bien les entretenir, à faire la police entre eux. Et l'infection, c'est quoi? C'est pas un microbe qui arrive sur nous et qui se répand. C'est une notion de seuil, de masse, de charge infectieuse, dont les médecins parlent comme ça, de charge infectieuse, c'est-à-dire qu'il y a un seuil au-dessus duquel la maladie va se propager dans des proportions qui peuvent être très importantes, voire létales pour nous, ou au contraire, ils vont rester à un seuil bas et sur lequel on va avoir ou peu de symptômes, ou pas du tout de symptômes, ou bien on va pouvoir en guérir beaucoup plus facilement. Et donc, le maintien de ce seuil bas est en grande partie dû à notre propre terreau, c'est-à-dire l'état de santé de notre être tout entier, et pas seulement le corps physique. On va voir que la partie mentale, psychologique, comportementale et environnementale joue un rôle fondamental, mais également laisser nos micro-organismes faire la police entre eux et leur faire confiance là-dessus en les favorisant. Je vous dis ça parce que nos microbiotes souffrent de cette situation de confinement, et on va aller en détail sur plusieurs points. Mais avant d'y aller, je voudrais juste vous passer cette autre information que nos microbiotes intestinaux et pulmonaires communiquent. C'est-à-dire que notre microbiote intestinal, qui est en première ligne en termes de défense immunitaire, allez voir plein de bibliographies, il y a des études les plus récentes là, qui sortent 2019-2018, il n'y a pas besoin de remonter très loin, sont vraiment extrêmement abondantes et très précises, mais pour simplifier, notre microbiote intestinal a un rôle clé sur la régulation de nos grands équilibres physiologiques, mais en particulier la partie défense immunitaire. Et donc, à partir du moment où il est impliqué là-dedans, en notre faveur, on a intérêt non pas à s'alimenter nous, mais à trouver des aliments et des comportements qui favorisent la bonne santé de notre microbiote intestinal. Le plus éminent spécialiste, en tout cas à mes yeux, qui est le professeur Joël Doré en France et ou Emerald Meyer aux États-Unis, sont d'accord pour dire que notre état de santé global dépendent de la symbiose et de la qualité de la symbiose qu'on entretient avec notre microbiote. Et moi, je l'étends à nos microbiotes.
Alors, cette relation entre le microbiote intestinal, notre immunité et le microbiote pulmonaire, elle se fait de deux façons. Il y a une communication de notre microbiote intestinal avec nos autres organes à travers le système nerveux entérique, c'est-à-dire nos bactéries, notre flore intestinale communique par des molécules biochimiques avec notre système nerveux entérique pour réguler son propre environnement proche, mais également envoie des signaux via les nerfs ou via le sang, via le système hormonal à notre cerveau pour réguler un certain nombre de fonctions. Et il y a une autre liaison, alors cette liaison elle est surtout ascendante, c'est-à-dire c'est surtout notre microbiote qui envoie des informations vers notre cerveau pour être analysé, et un petit peu de communication descendante, c'est-à-dire une boucle, comme une boucle de contrôle qui vient redonner un feedback et des ordres d'action à notre sphère intestinale. Et il y a une autre communication qui a été mise à jour entre le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire, avec à la fois des échanges de matériel génétique, c'est-à-dire des bactéries, des virus ou des fragments de bactéries qui migrent des poumons à notre intestin et vice-versa. Donc il y a un brassage, un renouvellement de notre microbiote pulmonaire grâce à ces échanges-là. Mais on a découvert aussi qu'il y avait comme une boucle de communication entre notre microbiote pulmonaire et le microbiote intestinal. Et un peu pour simplifier, mais on peut retenir cette image-là, le microbiote intestinal ou le microbiote pulmonaire, le premier infecté, avertit l'autre. C'est-à-dire que si on a une ingestion de certaines bactéries ou virus pathogènes, on va avoir dès le signal d'une infection, hey, bonjour Anne, je vois que ça continue à se connecter, bonjour, bonjour tout le monde, on va avoir un signal qui est envoyé aux collègues de l'autre microbiote. C'est fabuleux comment notre monde microbien que l'on héberge en symbiose communique. Et donc, dès qu'il y a une infection, qu'elle soit au niveau pulmonaire ou au niveau de la barrière intestinale, il va y avoir des éléments, des neuromédiateurs, des petites molécules chimiques qui vont venir à destination de l'autre flore, c'est-à-dire si c'est intestinal vers les poumons ou celle du poumon vers l'intestin, pour dire attention, agression, et voilà la réponse que l'on fait. Alors, c'est imagé ce que je vous fais, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau biochimique dans la communication entre nos deux microbiotes. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que par rapport à, puisque là on parle beaucoup de risques infectieux au niveau respiratoire, on va avoir besoin de ce microbiote pulmonaire dans le meilleur état possible. Et donc, on peut l'entretenir aussi par notre action sur le microbiote intestinal, puisque les deux communiquent et les deux se mettent ensemble pour échanger leurs meilleures stratégies. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Le but, c'est pas, vous creuserez, vous pouvez aller voir, ne prenez pas pour argent comptant, allez faire votre propre recherche, etc. Mais je vous mets sur la piste de ces recherches qui sont extrêmement récentes et qui nous prouvent bien que tout ce qui se passe dans la sphère du ventre a un impact sur le reste de notre être, et en particulier sur la partie respiratoire et ce microbiote pulmonaire. Donc, je ne voulais pas faire trop long sur ce point, mais je crois que c'est des choses que vous n'avez pas forcément entendu parler. En tout cas, on n'est pas très nombreux à vulgariser ce genre d'informations qui sont assez récentes dans la littérature scientifique. Et voilà, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice en vous sensibilisant à cette communication entre notre sphère digestive et notre microbiote intestinal et notre sphère respiratoire, notre sphère pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir au mieux notre système immunitaire? Ben là, moi j'ai envie de focaliser, parce que le temps nous est un petit peu contraint, sur ce que change la situation de confinement. J'ai envie de dire, les grands principes, c'est quoi? Les grands principes, c'est d'avoir une alimentation la plus riche en fibres, la plus équilibrée possible en termes d'apport glucides, lipides, mais surtout dans leur qualité, diminuer les protéines, les graisses, les sucres, les aliments industriels, etc. Ça, vous le savez, ceux qui me suivent, vous avez plein d'infos là-dessus. Donc, je ne vais pas forcément y revenir, sauf si vous souhaitez que j'y revienne, et je ferai un autre live à ce moment-là, peut-être plus spécifique sur l'aspect alimentation. Mais globalement, il y a une sphère alimentaire qui vient non pas nourrir nos cellules, mais moi, j'aime dire
venir nourrir notre microbiote, c'est-à-dire que notre terre intérieure, notre planète intérieure, ce sol que l'on abrite dans notre ventre, dans nos tripes, dans notre côlon, ben cette terre-là, c'est exactement le même substrat que ce qu'il y a dans le sol d'une forêt, d'un champ, etc. Donc ça veut dire que nos micro-organismes sont le siège de la vie et leur activité biologique va déterminer notre état de santé. Donc quand on vient se nourrir, posez-vous la question, est-ce qu'on se nourrit nous ou est-ce qu'on vient cultiver notre terre intérieure? Et lorsque je présente ce concept de planète intérieure, de soigner notre planète intérieure, en général, les choses s'éclairent. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas quoi faire, ben posons-nous la question, quel jardinier je pourrais être pour mon jardin intérieur? Quand on a une belle fleur, on ne l'arrose pas avec du coca. Quand on a une belle fleur, on ne la maintient pas dans l'obscurité. Quand on veut cultiver une belle fleur, on va aérer son sol, on va maintenir une belle vie biologique et on ne va pas s'intéresser qu'à la fleur, on va s'intéresser à sa tige, à ses feuilles et surtout à ses racines. Et c'est exactement la même chose qui se passe chez nous. Alors j'en profite pour rebondir, je vois les commentaires qui arrivent, il y a des questions sur la partie les zéro graisse, zéro glucides, le régime keto, je le note, j'y reviens. La baisse d'activité physique nous demande-t-elle de diminuer la quantité de nourriture? J'y vais, oui. Hélène qui nous demande l'alimentation à cette période chez les ados et les enfants pour être intéressant, en tout cas pour moi, ben ok, je note ça et j'essaye de vous y répondre dans ce live, sinon dans le prochain, mais en tout cas merci pour vos questions, on y va. Donc, posez-vous la question quand vous ne savez pas, qu'est-ce que vous feriez pour cultiver votre planète intérieure? Et ça, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on est une chaîne de vie. Et plus on favorise la vie biologique de cette planète intérieure, c'est-à-dire notre microbiote intestinal et de nos microbiotes, plus les effets bénéfiques sur notre système immunitaire, notre état d'être sera important. Il y a une chose aussi importante que je voulais vous signaler, c'est que notre dialogue avec le microbiote, et je parle bien de dialogue, c'est pas uniquement le nourrir ou lui apporter du soin. C'est un vrai dialogue, c'est-à-dire que nos bactéries, mais pas que les bactéries, l'ensemble de nos micro-organismes communique avec nos autres organes et en particulier avec notre cerveau. Il y a des liens aujourd'hui établis, il y a une équipe de chercheurs que je connais bien, notamment Vassilia Theodorou qui est à Toulouse, des chercheurs de l'INSERM, de l'INRA, de Paul Sabatier qui travaillent là-dessus et qui ont établi le lien entre dépression ou état dépressif ou déprime et l'état de santé de certaines souches de notre microbiote intestinal. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que nos humeurs, nos pensées ont un impact sur les paramètres biologiques qui vont sélectionner ou pas certaines souches de notre microbiote, mais également nos bactéries en particulier ont la possibilité d'émettre certains métabolites, des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs qui viennent cibler certaines zones précises de notre cerveau et influer sur nos pensées, sur nos émotions, sur notre état d'être et donc bien sûr influer sur notre comportement. Ça veut dire que, coucou Marie, ça veut dire que si voyons-le comme un cercle qui peut être vertueux ou vicieux finalement, c'est-à-dire que si on nourrit plutôt avec des familles de fibres notre microbiote, on sélectionne des variétés de bactéries qui émettent plutôt des signaux qui sont pour avoir des pensées plutôt claires, plutôt des signaux de sérénité et de bien-être, et qui nous incitent à continuer dans cette voie-là. À l'inverse, lorsqu'on va sur une alimentation plutôt riche en protéines, surtout protéines animales, mais également l'excès de protéines, y compris végétales, va favoriser certaines souches notre microbiote qui eux-mêmes vont sécréter, produire des molécules qui, au niveau psychologique, vont induire plutôt un état de confusion mentale, voire d'hypervigilance. Et quand on va parler sommeil, c'est important aussi de voir que les apports protéines ont un lien là-dessus. Donc ça, c'était le cadre général. On va aller peut-être sur des choses plus spécifiques qui sont liées à cet état de confinement en fond de pandémie et c'est assez... moi je rencontre pas mal de gens qui sont stressés avec ça, donc quelles sont les conséquences? Voilà, première chose que j'ai observée et j'y suis tombé dedans dans le panneau à pieds joints, c'est
la liste de courses qui se modifie. Je sais pas vous, mais moi, mon premier réflexe, quand j'ai fait mon petit papier autorisation de sortie et je suis allé direction de l'épicerie faire mes courses, mon premier réflexe, avant que je réfléchisse un petit peu plus, ça a été de mettre du riz, des pâtes, des féculents, du pain, voire même des produits industriels, etc. Et là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'ai tout reposé. Et je suis plutôt allé sur alors, quelques produits de première nécessité, d'accord. Et je suis allé plutôt chercher des légumes, des fruits, des choses comme ça, dont on ne manque pas. Il n'y a aucune pénurie dessus. Les agriculteurs n'ont aucune limite aujourd'hui pour produire. On arrive dans une saison où ça devient abondant, y compris au niveau local. Donc là, je me suis interrogé sur ce réflexe. Alors, je crois que c'est des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Je pense que ce sont des comportements qui viennent de temps où les pénuries étaient importantes. Peut-être que ça réveille aussi certaines mémoires en nous, le côté avoir les placards pleins. Et quand on a les placards pleins, moi, ma visualisation, c'est plutôt d'avoir des boîtes de conserve, des paquets de pâtes, de farine, de choses comme ça. Euh, mais c'est sûrement la dernière chose à consommer dans ce contexte-là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas des aliments, des types d'aliments, en plus avec une baisse d'activité physique, on va y venir, qui viennent favoriser le bon état de notre microbiote et donc derrière favoriser un système immunitaire le mieux, en tout cas au mieux de sa forme, compte tenu des circonstances. Donc, la première chose, c'est être vigilant sur sa liste de courses. Je ne sais pas si vous avez eu un petit peu le réflexe. En tout cas, moi, par rapport à ce que j'ai vu du caddie ou un peu de la folie ambiante de stocker, c'était plutôt ce type de produit qu'il y avait dans les paniers de courses. Et ça, je pense que je ne peux qu'attirer votre vigilance. Regardez à deux fois à ce que vous allez acheter et stocker parce que ça commence là. On va cuisiner ce qu'on a dans nos placards et dans notre frigo. Donc déjà, ça commence par mettre de la conscience sur notre liste de courses. Donc le premier piège, c'est d'aller sur des féculents, des produits riches en glucides, faibles en fibres et surtout industriels, gâteaux, plats préparés, etc. Pourquoi? Parce que là, je fais un petit focus sur les aliments industriels et j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, donc je connais aussi le côté sombre de cette industrie. Les additifs, en particulier les émulsifiants, les conservateurs, les antioxydants chimiques, etc., leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est d'empêcher les micro-organismes de se développer. Donc c'est le rôle bactériostatique, c'est-à-dire on les empêche, ils sont là, on ne les tue pas, mais on les empêche de se développer. Donc ici, on va avoir un rôle pour limiter le seuil de contamination, et puis un rôle qui empêche, c'est le but à ces bactéries, de pouvoir venir moisir, affecter, dégrader nos produits. Donc dans un point de vue conservation, c'est très bien, sauf que ces produits-là agissent de la même façon à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est-à-dire que les conservateurs conservent vos aliments en tuant ou en empêchant les micro-organismes de se développer. Ils font un vrai génocide microbiotique, je force un petit peu le trait, à l'intérieur de nos intestins parce qu'ils viennent, même si c'est à petite dose, mais répétée, limiter la croissance de notre flore intestinale et en tout cas viennent surtout limiter la biodiversité de notre flore intestinale, et je parle bien de biodiversité, il y a plus de 1200 familles environ de micro-organismes différents, et donc cette biodiversité est garante d'un bon système immunitaire et d'un bon état de santé, et dès qu'on diminue cette diversité-là, parce que les familles et les souches les plus sensibles vont ou mourir, ou en tout cas être sous-représentées, donc ne plus pouvoir exprimer leurs bénéfices pour notre santé, on va se retrouver avec, j'ai envie de dire, un arsenal de réponses naturelles au niveau immunitaire plus faible, et donc nos réponses seront forcément moins adaptées à une agression extérieure ou un environnement changeant. Donc,
vraiment essayer de maintenir cette biodiversité, et ça va être difficile en période de confinement. Et ouais, carrément, mais rectifier le tir que des légumes, ben bravo, ben oui, bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui est important déjà de mettre la conscience sur ce qu'on va nourrir. Donc allez-y, foncez, les primeurs sont ouverts, en tout cas dites-moi si chez vous il y a des problèmes, mais autant on a pu voir des rayons de supermarché vides de produits industriels, moi ça m'hallucine, et de voir le primeur du coin avec peu de personnes. Donc allez-y, les fruits et légumes ne sont pas vecteurs de virus, et même si quelqu'un les a contaminés, vous vous lavez les mains, vous les lavez, ça ne se transmet pas par la voie digestive, donc surtout privilégiez au maximum, et ça je vais insister, fruits et légumes, pourquoi? Parce qu'on a besoin de fibres, la seule nourriture, allez, pas la seule, j'exagère, la nourriture privilégiée de notre microbiote et de nos microbiotes, ce sont les fibres. Nos micro-organismes viennent du sol. Dans un sol, et ça c'est facile à comprendre, dans un sol, la matière végétale est beaucoup plus abondante que les débris animaux. Donc ça veut dire qu'on a en proportion la nature a développé une beaucoup plus grande diversité de micro-organismes aptes à digérer, dégrader, transformer, tirer leur énergie, synthétiser des nouvelles molécules d'intérêt à partir des fibres et des fibres végétales, et très peu des résidus animaux. Donc comme nos micro-organismes dans le vent, notre terre intérieure, viennent du sol de la terre, on a été ensemencé en étant enfant, mais tous ces micro-organismes-là ont une habileté particulière pour digérer les fibres, et donc c'est leur alimentation vraiment privilégiée. Et allez voir Joël Doré, parce que moi j'aime bien inciter les gens à ne pas prendre pour argent comptant ce que je dis, mais d'aller faire leur propre opinion. Prenez ce qui résonne, et puis ce qui résonne pas pour vous, ne le prenez pas, mais allez voir les vrais spécialistes, c'est-à-dire, moi j'en suis pas un, allez voir les vrais spécialistes, Joël Doré, Emerald Meyer pour ceux qui peuvent lire et traduire l'anglais, mais Joël Doré c'est vraiment une mine avec son service d'information, c'est un éminent scientifique qui est vraiment reconnu dans le monde entier, et il nous dit les fibres, les fibres, les fibres, les fibres. Donc privilégiez les fibres. Alors les fibres sous quelle forme? Jus, cru, cuit, etc. J'ai envie de dire peu importe, c'est celle que vous supportez le mieux. Aujourd'hui, changer son alimentation pour du cru ou pour aller vers des choses qui vont être peut-être un peu plus hard à digérer, on risque les ballonnements, on risque d'avoir peut-être même des douleurs. Et alors au bout de 48 heures, notre microbiote s'équilibre et ça va diminuer, mais allez-y mollo, donc même cuites, si la cuisson n'est pas trop forte, mais si votre base alimentaire est plutôt à base de légumes et de fruits et un petit peu de protéines par ailleurs, vous allez avoir aucun problème de digestion avec ça. Donc allez-y, faites celle que vous supportez bien. Certains c'est plutôt sous forme crue, et les fruits sont plutôt à privilégier sous forme cuite. Les légumes sont parfaits, il y a une grande diversité, même là on est au mois de mars, que ce soit sur des produits locaux, on a tout, on a encore tous les légumes racines, panais, carottes, raves, etc. On a les poireaux encore, on a tous les légumes feuilles aujourd'hui qui sont là, la grande variété des salades, des épinards, les bêtes, etc. On a les premiers légumes fruits qui sont là aussi. Donc il y a une grande diversité qui arrive, y compris localement, avec une richesse en fibres naturelles. Privilégiez ça. Les jus, pourquoi pas? Oui, ils sont très facilement assimilables. On peut mélanger jus, légumes, fruits. Ne les filtrez pas pour garder les fibres. Et puis moi j'ai un petit conseil à vous donner, gardez la pulpe après l'extracteur, c'est dommage de jeter ça, gardez la pulpe, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des galettes, des cakes, l'utiliser comme même dans des gâteaux salés, ou etc. Donc on peut l'utiliser, donc les jus why not, mais voilà, c'est pas une panacée non plus, et ça permet en tout cas pas filtrer, et essayer de pas jeter, de valoriser la grande quantité de pulpe que l'on extrait aussi. Donc ça c'est un point que je voulais vous donner. Donc je ne vais pas vous abreuver de la liste des aliments qu'il faut pas, etc. Privilégiez les fibres, ça c'est important. Diminuer totalement les
ou en tout cas le plus possible, les aliments à forte teneur d'additifs, de conservateurs, de produits chimiques, etc. Pour la raison que je vous ai dit, un, ça affecte directement le microbiote. Et il y a une autre raison, ceux qui me suivent la connaissent, mais je vais vous la rappeler, c'est la perméabilité intestinale qui est vraiment aujourd'hui le fléau numéro un dans les dysbioses, c'est-à-dire les déséquilibres santé que l'on a. La perméabilité de l'intestin est un élément primordial parce que la paroi de l'intestin n'est pas étanche, elle permet à certains nutriments de passer à travers, elle permet aussi à certains micro-organismes de passer à travers et de rester à la périphérie pour échanger du matériel génétique et finalement enrichir notre patrimoine génétique. Par contre, quand la paroi intestinale devient trop poreuse, c'est-à-dire qu'il y a plus de pores ouverts et dans un diamètre trop grand, à ce moment-là, il y a beaucoup de bactéries et de micro-organismes qui passent de l'autre côté de la barrière et qui viennent du coup déclencher un mécanisme de réaction immunitaire parce que c'est perçu de l'autre côté de la barrière comme une agression de micro-organismes. Et donc, on crée un mécanisme d'inflammation qui va nécessiter une réponse immunitaire. Et donc, on vient mobiliser une grosse partie de nos défenses immunitaires pour gérer cette invasion de bactéries liée à une trop grande perméabilité intestinale. Je vous le fais un peu schématique, mais allez voir les travaux notamment de Rémy Burcelin sur ce sujet-là. Il parle d'inflammation de bas bruit, c'est-à-dire qu'on entretient ce mécanisme d'inflammation et donc de réponse à l'inflammation par la réponse immunitaire au niveau de la paroi intestinale de façon permanente, H24, etc. Et ça a été d'abord identifié comme un lien direct avec de grosses pathologies métaboliques, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Maintenant, c'est aussi associé à des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc. En tout cas, cette inflammation de bas bruit, aujourd'hui où on souhaite avoir vraiment toute notre énergie sur nos défenses immunitaires et notamment au niveau pulmonaire et au niveau intestinal, on a intérêt à limiter ça. Alors, comment on limite la porosité intestinale? Ça, c'était une question, je crois, de Michel ou de Lucille qui le verra en replay parce qu'elle m'avait laissé un message. La première barrière, c'est une couche de mucus fine qui est au niveau de la paroi. Et cette fine muqueuse intestinale est notre premier rempart pour réguler la porosité de l'intestin. Et figurez-vous, qui est responsable de tisser et de maintenir cette muqueuse intestinale? C'est le microbiote. Ce sont nos bactéries, certaines souches de bactéries, qui sont chargés de reconstituer, de régénérer et d'avoir la bonne épaisseur de cette muqueuse intestinale pour que la perméabilité de l'intestin ne soit ni trop poreux ni pas assez. Et tous les additifs chimiques, et notamment en particulier les émulsifiants c'est du savon, c'est un détergent, et donc l'émulsifiant, y compris naturel, c'est-à-dire issu de lécithine de soja ou d'autres, c'est un détergent, il vient décoller les bactéries de la paroi et elles sont emportées avec le flux et donc elles ne peuvent plus faire leur travail. Et donc tous les émulsifiants, et regardez-les, il y en a quasiment dans tous les produits, comme surtout les desserts, mais tous les produits industriels, il y a des émulsifiants. Les émulsifiants viennent décoller les bactéries de la paroi intestinale, elles ne peuvent plus reconstituer la muqueuse protectrice et on crée des problèmes d'immunité parce que la porosité intestinale crée cette inflammation de bas bruit au niveau de notre sphère digestive. Donc, j'ai fait un peu long là-dessus, mais c'est vraiment un conseil facile à respecter. Supprimez ces aliments-là, enrichissez en fibres et déjà au niveau nutritionnel, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Bien sûr, c'est le bon moment, comme nous le dit Judith, de prendre le temps pour cuisiner toutes sortes de produits et légumes. Oui, lâchez votre créativité là-dessus. En plus, c'est convivial de le faire, c'est sympa, ça détend et ça vient surtout privilégier finalement des produits peu transformés à la base et donc un produit qui est frais et qui est brut et qui va être cuisiné, du coup, a encore toutes ses propriétés, notamment au niveau des fibres.
fibres, on n'est pas carencé en vitamines, on est très peu carencé en minéraux si on a une alimentation assez équilibrée, peut-être en zinc, peut-être en sélénium, il y a quelques études là-dessus, donc peut-être c'est le moment de booster ça. Champignons, quelques fruits de mer si vous aimez les huîtres et les bigorneaux, les palourdes et les crevettes, mais en tout cas, on a une alimentation qui est suffisamment riche si on veut bien qu'elle soit diversifiée. Par contre, essayez de les cuisiner, de les préparer, d'utiliser des produits bruts. D'abord, ça favorise souvent les filières locales et en plus, vous êtes certain de ne pas ingérer des conservateurs ou d'autres produits et de bénéficier au maximum des fibres. Donc voilà, peut-être que si vous le souhaitez, je pourrais faire un focus particulier là-dessus dans un prochain live. Mais déjà, voilà ce que je voulais vous partager. Alors, l'alimentation, c'est une chose, mais moi, ma conception et mon expérience, c'est que ce que j'ai appelé l'intelligence nutritionnelle, c'est 3 sphères qui communiquent. La sphère nutritionnelle, mais également la sphère comportementale et la sphère psychologique. Et pourquoi ? Parce que notre microbiote, qui est au centre de ces 3 sphères, est sensible à la fois à ce qu'on lui donne à manger, clairement, mais également sensible à son environnement direct, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit la lumière, que ce soit les vibrations, les ondes qu'il reçoit, mais également très sensible à l'environnement sensoriel, c'est-à-dire psychologique, stress, angoisse, etc. Et vous en faites l'expérience tous les jours. Est-ce que mon estomac est noué? Est-ce que j'ai le ventre noué? Est-ce que j'ai une boule à l'estomac? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Etc. Est-ce que je suis constipé? Est-ce que au contraire j'ai la diarrhée? Etc. Tout ça sont des réponses qui sont finalement assez peu souvent liées à l'alimentation, mais qui sont très souvent liées à notre environnement direct, notre environnement psychologique et nos comportements. Donc je voudrais prendre un petit peu de temps pour aller sur ces 2 sphères-là, comportement et psychologie. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles pour le bon maintien de notre microbiote, qui lui-même est essentiel pour le bon maintien de notre système et de nos défenses immunitaires. Qu'est-ce que le confinement change au niveau de nos comportements? Beaucoup de choses. Et la première, c'est l'activité physique. J'ai bien noté, Benjamin, je le vois défiler dans le chat fibres prébiotiques, on va en discuter. J'ai des questions probiotiques, prébiotiques, on va en parler. Moi, je parlais des fibres naturellement contenues dans les aliments, notamment les fruits et légumes ou les sondes de céréales. Elles sont prébiotiques, c'est-à-dire que je fais cette parenthèse, c'est-à-dire qu'elles stimulent la croissance des bactéries et des flores qui sont plutôt bénéfiques pour notre système immunitaire. Et donc, je ferme la parenthèse, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur la partie comportement, le confinement nous impose de réduire notre activité physique, en tout cas celle qui n'est pas forcément liée à une activité sportive. Même sans faire de sport, on marche, on se déplace, on va faire ses courses, on va visiter des personnes, on se rend au travail, etc. Globalement, on a une dépense énergétique, d'où une mise en action du corps, mais également une respiration, une accélération du système lymphatique, etc. Donc bref, il y a beaucoup d'avantages que les professionnels de santé connaissent par rapport à l'activité physique. Et là, on va avoir une diminution de fait de cette activité physique. Alors oui, on peut faire une sortie de sport, mais on ne peut plus se promener. En tout cas, moi je ne sais pas chez vous, vous pouvez me partager dans les chats. Moi j'ai failli me faire verbaliser avant-hier parce que je me promenais. Alors j'étais en short, parce qu'à Marseille il faisait beau, en short et en chaussures de marche, et j'étais allé marcher au bord de la mer. J'ai failli me faire verbaliser parce que d'après la personne qui me contrôlait, elle fait qu'appliquer ses consignes et à son propre interprétation, mais pour elle, je suivais pas assez, donc j'étais pas dans le cadre de quelqu'un qui pratique une activité sportive individuelle, et donc la prochaine fois qu'il me voyait marcher comme ça, il me verbalisait. Bon, j'ai trouvé ça
personnellement totalement contre-productif d'un point de vue santé publique parce que on a besoin du soleil, on a besoin du rayonnement lumineux pour stimuler notre système immunitaire, mais c'est indispensable. On a besoin d'une activité physique régulière et pas forcément sportive. Elle peut être douce, à condition qu'on respecte bien les gestes barrières et que l'on ne le fasse pas en groupe, qu'on ne le fasse pas, qu'on soit respectueux des personnes que l'on croise au niveau des distances de sécurité, etc. Soit, mais par contre, je suis vraiment, peut-être ça va choquer certaines personnes, mais vraiment là je m'insurge contre ce confinement strict, surtout qu'il n'est pas couplé avec une détection et un dépistage systématique, alors que les outils PCR existent dans tous les labos pour dépister. Mais ça, c'est un autre point. Peut-être que je ferai un petit coup de gueule dans un prochain live. Je reviens sur le comportement. Comment pallier au manque d'activité physique? La première chose, je pense, à faire, c'est de pouvoir organiser dans sa journée un petit peu d'activité, celle qui nous plaît. Il y a plein de choses qui sont simples à faire. C'est du gainage, par exemple. Allez voir les exercices de gainage, ceux qui vous vont bien. Ça peut être le bon moment de faire quelques postures de yoga. C'est sympa. Maria qui dit danser à la maison, yes. Et moi, il y a plein d'amis qui ont partagé que j'avais jamais vu danser, mais ce besoin de se défouler, oui. Puis on peut le faire avec les enfants s'ils sont là. C'est plutôt sympa. Pourquoi pas s'organiser des petites battles de danse là par WhatsApp ou par Internet pour respecter le confinement, mais ça peut être sympa aussi. En tout cas, bouger et si possible quelque chose de joyeux, quoi. Pas un sport qui soit rébarbatif, boring, que ça soit, non, essayer de faire un truc qui nous met en joie. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être violent, mais bouger. Alors moi, il y a un exercice que j'aime bien, que j'enseigne pour toutes les personnes qui suivent mes enseignements, c'est l'exercice du boxeur, parce que ça a été développé par les boxeurs quand ils ne pouvaient pas aller à la salle pour pouvoir continuer le travail chez eux. C'est juste mettre ses poings devant et puis tourner son buste comme ça. Et lorsqu'on est à la fin de la rotation, nos abdominaux, notamment la partie, oups là, un petit coup dans la porte, j'avais enlevé le reflet exprès, on va avoir les abdominaux qui se contractent, mais on a aussi un mouvement du thorax. Et donc cette sphère-là, à la fois la sphère thoracique et la sphère abdominale, qu'on a envie de stimuler, de faire respirer, de faire travailler pour stimuler nos microbiotes, donc nos systèmes immunitaires, on a intérêt à les mobiliser, les faire bouger. C'est très doux. Ça prend pas longtemps, moi je fais à peu près une série de 50 à 60, ça me prend peut-être 3-4 minutes, vous le faites les jambes un petit peu fléchies, les genoux déverrouillés, et vous verrez, c'est formidable, c'est très doux, ça essouffle pas, on n'est pas en nage, mais par contre ça fait bien travailler si vous le faites 1 ou 2 fois par jour, c'est vraiment formidable. Allez-y, échangez, vous pouvez utiliser ma page pour échanger aussi vos trucs. Isabelle me dit, je promène mon chien plus d'1 heure tous les jours, tu as bien raison. Et d'ailleurs, ceux qui ont la chance d'avoir un animal domestique peuvent avoir cette autorisation de sortie, profitez-en. Il y a même une blague qui circule là, dans la photo d'un chien complètement exténué parce que tout le quartier l'a promené et il peste, mais c'est quoi ce putain de Covid-19? Donc ça, c'était assez marrant à voir, mais allez-y. Pauline me dit chanter, ouais, yes. Tiens, Aurélie, si tu es toujours là, Pauline, ça c'est pour vous, bien sûr. Chanter, c'est un exercice physique qui est formidable parce qu'il oblige à avoir une respiration abdominale. Il permet par la vibration aussi de sortir un certain nombre d'émotions, de choses. Ça demande un effort physique, ça demande de l'énergie, donc c'est vraiment très bon. Et puis encore une fois, ça mobilise ces 2 sphères abdominales et pulmonaires, voire même au niveau de la gorge, donc c'est très simple. Donc allez-y avec un petit peu chacun et chacune vos trucs et vos stratégies, mais prenez garde, prenez conscience qu'il n'y a pas que l'activité sportive qui change, il y a aussi toute l'activité physique qui était liée inconsciemment à notre travail, au fait de marcher, etc. Donc allez-y, faites le maximum d'exercices, c'est bon pour vous. J'en profite parce que je vois des infirmières, je vois des professionnels de santé qui sont aussi, ou en tout cas des personnes proches de personnel de santé. Je voulais vraiment en profiter
pour leur rendre hommage. Ils travaillent dans des conditions, n'oublions pas que la plupart des hôpitaux étaient en grève avant cette épidémie-là. Donc beaucoup de pensées et d'amour pour vous, parce que je sais que vous travaillez dans des conditions qui sont souvent extrêmement limites. Vous êtes en première ligne, vous n'êtes pas super protégés. Certains m'ont rapporté qu'ils n'avaient même pas eu la possibilité de se faire dépister. Je trouve ça proprement scandaleux. En tout cas, toutes mes pensées pour vous et à tous mes encouragements. Vous envoie plein d'amour et de pensées, parce que vous faites un boulot dingue pour nous. Alors vous le faites au quotidien, mais là dans ces moments-là, c'est encore plus fort. Donc voilà, petite parenthèse pour vous. Nanou nous dit que sur YouTube, il y a plein de vidéos gratuites là, sur Move Your Fit, etc. Oui, vous avez raison, allez-y. Donc, il y a plein de choses, mais juste pensez à le mettre dans votre quotidien, parce que le confinement a ce côté un petit peu, en tout cas moi je l'ai observé sur moi, peut-être sur vous c'est différent, mais dites-moi, moi j'ai observé qu'il avait tendance quand même à aller vers l'enfermement physique, peut amener aussi vers un enfermement psychologique, et ça joue sur notre comportement. Pourquoi être vraiment au clair sur ce que ça modifie au niveau de notre comportement? C'est que ça va, je prends mes notes aussi, ça va jouer sur d'autres paramètres. Par exemple, nos rythmes de vie vont être forcément, et plus ça va durer, et c'est parti pour durer, vont être affectés aussi. Je pense au sommeil. Le sommeil va être affecté parce qu'il est très dépendant de deux choses. Enfin plusieurs, mais deux en particulier. Bien sûr, l'équilibre énergétique, donc besoin de bouger, besoin de sommeil, mais également par rapport à la vigilance ou au contraire l'endormissement. Et ça, ce sont deux choses qui peuvent être totalement perturbées par un rythme de vie qui est lié, qui est inhabituel, qui est lié au confinement. Et donc, on peut avoir petit à petit tendance à retarder l'heure de l'endormissement parce qu'on n'a pas eu notre dépense énergétique, etc. Puis on veut rester sur nos écrans, avoir les dernières nouvelles, voir à communiquer avec d'autres, ou tout simplement se vider la tête en regardant des séries, des choses comme ça, ou faisant des jeux. Mais on va retarder l'heure d'endormissement, et ça, soyez vigilants avec ça, parce que notre système immunitaire a besoin de ce temps de repos. Bonjour Fabienne qui nous rejoint. On a besoin de ce temps de repos, donc soyez vigilants avec le temps de sommeil. Là-dessus, on peut aussi avoir une action par notre comportement, mais aussi par notre alimentation, limiter les protéines le soir. Les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et faites-en l'expérience et vous me direz comment ça marche pour vous. Les protéines retardent l'endormissement parce qu'elles éveillent notre vigilance. Et la vigilance, c'est antinomique avec l'endormissement. Et ça, c'est des stratégies héritées de très longtemps où les protéines étaient rares, et donc il fallait stimuler le chasseur ou le marcheur pour aller ramasser des bulles ou des choses comme ça. Et donc, ça stimule la vigilance. Et notre microbiote a gardé cette mémoire-là de mémoire presque préhistorique. Et donc, les protéines favorisent notre vigilance. Donc les bactéries qui sont habiles à digérer les protéines viennent sécréter des neurotransmetteurs qui nous maintiennent en vigilance, donc retardent le moment de l'endormissement. Or, le sommeil est essentiel pour synchroniser notre système nerveux central, notre cerveau et notre système nerveux entérique. Ça se fait pendant la phase de sommeil paradoxal et seulement à ce moment-là. Donc imaginez que vous ne fassiez jamais de sauvegarde de votre ordinateur, le jour où il y a un bug, vous perdez tout. Ben là c'est la même chose, et donc si les phases de sommeil ne sont pas assez longues, ou si notre sommeil paradoxal est interrompu ou pas de bonne qualité, on va avoir une vidange partielle des informations, une synchronisation partielle entre les informations de notre microbiote intestinal, de notre microbiote pulmonaire, de notre système nerveux entérique avec notre cerveau de la tête. Moi je parle plus de premier ou de deuxième cerveau, je parle du cerveau de la tête, et donc on va avoir des problèmes à la fois sur le sommeil, mais également
pour aborder les journées suivantes. Donc petit à petit, on va avoir une dérive de nos boucles de régulation des paramètres physiologiques parce que l'échange d'informations ne s'est pas bien fait et donc du coup notre cerveau ne peut pas analyser toutes les données qui ont été recueillies dans la journée par le système nerveux entérique et par notre microbiote. Donc ça, soyez vigilants là-dessus parce qu'il y a une dérive facile. Moi, je l'ai observé, pourtant on est au jour quoi? On est au jour 5 du confinement. Mais j'ai observé une certaine dérive de mon heure d'endormissement parce que même si je ne suis pas accro aux informations, je vais en chercher un petit peu plus que d'habitude parce que je communique, parce que ben oui, on a d'autres façons. Et puis peut-être je me suis moins dépensé dans la journée. Puis je sais que demain je serai à la maison. Donc il y a une petite dérive qui se met en place comme ça. Attention, c'est pas très sain et c'est pas très bon pour votre système immunitaire. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus sur la partie comportement. Et puis, sur la partie psychologique, le stress, l'anxiété qui existe, on ne peut pas y échapper, elle existe, affecte notre microbiote, affecte notre sphère intestinale et du coup va générer tout un tas d'émotions qu'il va falloir digérer au sens premier du terme pour pouvoir éviter une dégradation de notre système immunitaire. Donc les émotions sont vraiment quelque chose qui est clé dans ces trois sphères, la nutrition, comportement, psychologie. Les émotions sont vraiment un élément clé pour que ce triptyque fonctionne bien. Les émotions, je crois que quand elles nous arrivent, on n'y peut pas grand-chose. On les reçoit au niveau du ventre sous forme de sensations et ensuite c'est notre cerveau qui les transforme en émotions, qui les interprète et vient les relier à des épisodes du passé, à des traumatismes ou pas, et qui vient finalement nous mettre en action avec une réponse. Ça peut être une réponse de fuite, de repli, de colère, de joie, etc. Bref, il y a une action. Toute émotion appelle une action, c'est une mise en action, emotion, si on fait un petit peu de langue des oiseaux. Donc, je me mets en action. Donc, la gestion du stress, de l'angoisse et des émotions qui y sont associées est quelque chose de clé. Et même si, je vous le disais un peu en introduction, moi je pense être quelqu'un je suis quelqu'un de très positif, je peux être anxieux parfois, mais là, cette situation-là aujourd'hui, moi j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte particulière, ça m'empêche pas d'être vigilant, ça m'empêche pas de respecter les règles barrières, et puis surtout d'éviter de rajouter encore une tâche ardue à nos professionnels de santé, donc je crois que c'est là le premier des civismes. Mais par contre, je me suis aperçu que j'étais quand même sensible à ce stress. Et sensible à deux choses. Bien sûr, le stress des autres, mais toujours les autres, etc. Mais je suis allé voir ce que ça déclenchait en moi. Et là, je vais vous partager ce que j'ai vu, parce que cette période de confinement intérieur nous invite à aller voir ce qui se joue dans notre confinement intérieur et pas l'intérieur de nos appartements. Là, je ne vous parle pas de l'intérieur des maisons ou des appartements, mais l'intérieur de notre être, cette introspection dont je crois on ne peut pas faire l'économie. Et cette période nous y appelle à y aller encore plus. Moi, ça vient toucher mon besoin de liberté. Mais ça le touche grave, c'est-à-dire que j'ai eu des réactions que je ne me connaissais pas depuis un moment, c'est-à-dire j'ai de la colère qui est montée, j'ai un petit côté rebelle qui a eu, je me suis dit mais c'est pas civique, attention, donc je me suis contenu, je me suis analysé, j'ai essayé de voir avec ça. Et donc, ça m'a fait remonter des émotions que j'avais là sur le ventre et je suis allé les voir. Et pour moi, ça m'a renvoyé à la question de liberté, de libre arbitre, qui décide de mes faits et gestes, qui peut m'imposer ça, etc. Et là, je me suis dit, waouh, finalement, je suis en train de projeter sur d'autres ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et donc, la liberté, est-ce que c'est uniquement lié à ma capacité de décider de sortir si je veux, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et donc je suis dans ce travail d'aller voir comment peut s'exprimer ma liberté, y compris dans un cadre contraint, physique, de faible liberté de mouvement. Mais est-ce que je perds réellement ma liberté? J'ai pas les réponses, je suis en plein là-dedans, je vous le partage en toute vulnérabilité parce que je suis certain que chez vous,
ça va réveiller des choses, ça va aussi appuyer sur peut-être des blessures pas totalement guéries, peut-être des réflexes qui vont ressortir, peut-être à l'inverse, ça ne sera pas des réactions de rébellion, mais des choses de victimisation ou de repli sur soi ou de ah ben oui, on m'a donné l'ordre, etc. Et donc du coup, on perd sa capacité d'aller voir, se renseigner, avoir d'autres sons de cloche, etc. Ou au contraire, un besoin compulsif d'information et donc du coup, ne plus s'occuper de soi. S'il n'y avait qu'un message à vous faire passer, c'est un très bon temps pour s'occuper de vous, pour pouvoir peut-être aussi aller vous occuper des autres. Merci Anne pour ce que tu nous partages et tu fais partie de ces professionnels de santé et je comprends tout à fait ton stress d'aller bosser sans consigne claire, sans, vous êtes un peu livré. Moi j'ai entendu pas mal de professionnels qui disaient qu'ils étaient obligés de faire leur propre protocole. Ouais, bravo, merci d'être là, hein, de partager ça avec nous, j'apprécie énormément. En plus, tu as le décalage horaire, donc merci. Mais ouais, je pense bien à vous et ça crée du stress, ça crée vraiment de l'anxiété. Il y a, il y a aussi, ça nous renvoie, qu'on le veuille ou pas, à une peur de mort, une peur de maladie. Et si c'est pas pour nous, c'est pour ceux qu'on aime, les plus faibles, les enfants, les personnes âgées. Moi, j'avoue que ouais, je suis soucieux de faire attention avec ma mère qui a 86 ans, avec ma fille, etc. Et on communique, mais voilà, et l'isolement et la solitude peuvent amener encore plus finalement d'états de déprime, même si on n'est pas clairement en dépression, et ça vient déprimer, comme son nom l'indique, aussi notre système immunitaire. Donc voilà, quoi, c'est pas évident dans ce contexte-là, mais la première chose, c'est la conscience, c'est partager, n'hésitez pas à me revenir, on peut partager nos trucs là-dessus. Moi, ouais, Pauline, ce que tu dis là, je vous le partage. Si vous n'avez pas vu le partage de Pauline, Nelson Mandela, en 27 ans de prison, il a découvert en lui une grande liberté intérieure universelle, disponible en chacun de nous. Ouais, merci Pauline de nous rappeler ça, parce que moi je pense que je suis appelé, alors non pas devenir Nelson, parce que c'est pas mon cas, mais par contre aller chercher ces ressources en moi, et j'avais jamais eu à le faire, et là j'ai à le faire. Donc merci pour ton partage, et je vous invite chacun et chacune à aller voir au fond de vous ce qui bouge. Et j'irai après répondre aux questions, notamment Hélène, les ados, etc. On a des choses à faire, mais juste je finis sur cette sphère psychologique. Moi aujourd'hui, les réponses les plus simples, les plus adaptées et qu'on peut faire en termes de confinement, c'est la méditation, c'est la respiration. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, ça fonctionne super bien. Si vous ne connaissez pas, allez chercher des petits, c'est libre en téléchargement, il y a des petites applications. Moi, j'utilise Respirelax, c'est les termes d'Avelange, je crois, qui ont fait cette application. Donc, c'est une petite boule, ou une sphère, ou un point visuel qu'on va suivre avec les yeux, qui monte, qui descend, à un rythme sur lequel on cale notre respiration. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, où on vient amener notre focus de respiration avec un focus visuel. Et du coup, on a un retour à l'état de neutralité émotionnelle en 3, 4, 5, 6 minutes. C'est vraiment formidable, ça peut se pratiquer partout facilement. Les applis sont disponibles sur smartphone, donc moi je vous le conseille, faites-le, testez-le. Après, moi j'aime beaucoup faire des exercices de respiration ventrale, tout simplement focaliser sur ma respiration, m'amener vers l'intérieur. Alors après, les spécialistes de neurosciences vont vous parler de focusing, vont vous parler de choses comme ça. Moi je reste sur l'expérience sensorielle de mettre son attention sur la respiration. Il y a une méditation qui est assez puissante, elle paraît très simple, mais faites-la, qui est vraiment une méditation très puissante, qui est, mettez-vous confortablement assis, en lotus si vous y arrivez, en demi-lotus, sinon surélevez un peu vos fesses pour avoir les deux genoux qui touchent par terre, posture droite, bien empilée, tête, tronc, buste, et là vous allez fixer un point, et pendant 6, 7, 8 minutes, juste fixer un point. Dès que vos pensées s'en vont, c'est ok, elles vont bouger, hein, elles vont partir, hop, ramenez-les sur ce point. Faites cet exercice-là
c'est vraiment formidable, vous allez ressentir du bien-être. Bien sûr, celles et ceux qui aiment chanter, chanter, c'est pour moi un des premiers exercices respiratoires dans la joie qui est formidable, etc. Mais en tout cas, aller accueillir ces émotions-là, ça peut être aussi un moment de gestion des émotions, notamment avec les enfants ou les ados. Prenez un coussin et faites l'exercice du pitching ball, mais dans la joie, pas dans la haine, mais allez-y, libérez les choses. Vous pouvez crier, vous pouvez, peut-être à 20h, vous pouvez en profiter, puisque tout le monde applaudit à la fenêtre, vous pouvez y aller. Libérer les choses. Moi, j'ai envie de retrouver un peu les réflexes que l'on a quand on est enfant, qui est, vous savez, cette heure à la tombée du soir, la tombée du jour, où il y a une décharge émotionnelle, les nourrissons se mettent à pleurer, ils sont inconsolables, et moi, parent, j'ai été un peu déconcerté par rapport à ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une décharge émotionnelle, ils ont besoin de se décharger, ils tremblent, ils vibrent, etc. Et puis après, pouf, ils s'apaisent, et c'est nécessaire ensuite pour pouvoir passer dans leur phase de sommeil nocturne, etc. Et pourquoi on ne redécouvrirait pas ça? C'est-à-dire crise de chatouille, crise de rire, taper dans des coussins, piétiner, j'en sais rien, en fonction de vos affinités, mais je pense qu'on va avoir besoin d'une certaine dose de décharge émotionnelle pour bien supporter psychologiquement cette phase de confinement. Donc, bon, je vois l'heure qui passe, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et j'aurai plein de choses à vous dire. Donc, c'est certain, si vous êtes OK, je vous donnerai rendez-vous pour le prochain live. Pourquoi pas demain, tiens, refaire ça demain 11h si vous êtes OK et me poser les questions en dessous et il y aura d'autres choses qui émergent. Je voudrais peut-être, avant d'aller plus loin, on pourra faire un focus par exemple à l'alimentation, on pourra faire un focus psychologique, comportement, mais je voudrais peut-être répondre aux questions que vous m'avez posées. Par rapport aux enfants en croissance, par rapport aux ados, par rapport à tout ça, on a une phase qui va être délicate parce que d'abord c'est une phase où ils ont besoin d'être en contact avec leur tribu et ça c'est quand même compliqué de le faire à distance et malgré tous ceux qui diabolisent les réseaux sociaux, qui disaient on a une génération d'enfants qui sont que sur leurs écrans, qui perdent la relation physique, c'est faux. Moi, c'est pas du tout ce que j'observe. Oui, ils sont devant leurs écrans, mais je les trouve finalement beaucoup plus intelligents que nous sur leur utilisation, et peut-être parce qu'ils sont nés avec, et du coup, ils ont besoin de ce contact physique, et surtout à cet âge-là, de pré-ado et ado. Donc, comment le gérer? Moi, j'en sais trop rien. En tout cas, moi, je mets mon attention sur le dialogue. C'est peut-être une façon de nouer notre dialogue avec eux. C'est aussi prendre vraiment en compte leurs besoins et si possible les leur faire exprimer. C'est pas évident, mais c'est peut-être là j'essaye toujours de voir l'opportunité dans la contrainte. C'est peut-être l'opportunité de venir se connecter à leurs émotions et leur apprendre, les encourager à venir vraiment exprimer ce qu'ils ressentent, y compris si ça peut être noir, gore, violent, etc. Mais le connecter parce que ça fera des adultes forcément plus connectés à eux-mêmes, à leur corps, à leurs émotions, et on sait que quand on se connecte à l'intérieur de soi, on se connecte aussi à plus grand que soi, ce qui nous traverse, et je pense que c'est un bon moment pour aller visiter ça, les encourager à aller visiter leur intérieur. Donc ça, le confinement nous amène, je pense, à ça, et encore plus avec les ados ou les pré-ados. Donc ça, c'est un point, je pense que de ce côté-là, l'aspect psychologique va être important. Et pourquoi je commence par l'aspect psychologique? Parce que derrière ça y est, je bafouille. L'aspect psychologique va induire un certain comportement, et ce comportement a de fortes chances de se traduire par ou un excès, et là l'alimentation va être sûrement un des premiers remparts. Donc soyez vigilants, juste observez-le s'il y a
une nouvelle addiction sur le sucre, les gâteaux, les sucreries, des choses dont ils n'étaient pas forcément friands ou avaient un peu passé ça, ils y reviennent, le coca, des choses comme ça. Allez-y, mais c'est pas ce qu'ils mangent, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi, quel est le comportement et quelle est la psychologie qui sous-tend ce comportement d'aller sur ces aliments. Ça, c'est la base. Rappelez-vous mes 3 sphères, nutrition, comportement, psychologie. La nutrition n'est que le bout de la chaîne. Et c'est pour ça d'ailleurs que les régimes, etc., moi je suis contre les régimes parce qu'on s'attaque à la conséquence et pas à la cause. Donc pour moi, observez le comportement alimentaire et il vous en dira long sur le comportement et la psychologie qu'il y a derrière. Donc je pense que la gestion des émotions ou respirer ses émotions, les libérer, encourager d'aller au contact, c'est-à-dire encourager, c'est de ne pas juger, c'est-à-dire quel que soit ce qui remonte, l'accueillir et les aider à l'accueillir et regarder ce qui se trame derrière les comportements alimentaires. Parce que oui, les sucres, les graisses, les produits chimiques, les aliments industriels sont les ennemis de notre microbiote et les ennemis de notre système immunitaire. Donc en ce moment, c'est pas le moment de déconner. Mais j'ai envie de dire que priver quelqu'un par la force du mental, de se dire je me prive de sucreries, ça ne résout pas le problème psychologique qui l'avait conduit à aller compenser un déséquilibre vers cette sucrerie ou cet aliment gras, et de le priver va encore augmenter son anxiété et son stress. Et donc, mais c'est mon avis, faites-en l'expérience et partagez avec moi. Je pense que très clairement, la privation crée du stress, ce stress crée de la frustration renforce le problème émotionnel qui lui-même va s'exprimer. Donc s'il ne s'exprime pas au niveau alimentaire, il va s'exprimer sur autre chose et petit à petit, on va avoir une dérive. Donc je pense que plutôt que vouloir imposer la partie alimentaire, utilisez-le comme un champ d'observation, y compris pour vous-même, et regardez, parce que moi, je mets allez, pas ma main à couper parce que j'en ai besoin, mais en tout cas, je parierais fort, lorsqu'on va faire d'autres lives que vous me partagez, que vous avez observé que du coup, soit on revient un petit peu plus à l'apéro, soit on revient un petit peu plus aux sucreries, soit on revient à manger des choses qu'on ne se rappelait plus qu'on mangeait, etc. C'est pas elles qui sont en cause, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Donc les ados, oui, leur proposer plutôt de redécouvrir des choses qu'ils aiment. Il peut y avoir des choses très très sympas à manger, y compris en légumes, fruits, etc. Allez-y dessus. Attention à leurs dépenses physiques. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire, mettre un punching ball, faire un concours de danse, faire quelque chose, les stimuler avec leurs copains, organiser un petit réseau, j'en sais rien, mais en tout cas avoir vraiment un exercice physique, c'est super fondamental, y compris pour leur sommeil, leur croissance, etc. se fait dans le sommeil. J'y reviens pas dessus. Donc, dépenses physiques, oui, 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 oui. Et derrière, je pense que le travail, il est vraiment de leur faire exprimer. C'est peut-être pas facile, mais essayer de trouver tous les moments possibles pour leur faire exprimer, leur faire contacter leur intériorité, leurs émotions. Non seulement ça fera des super adultes demain, mais en plus, ça va permettre d'éviter peut-être d'aller surconsommer des aliments. Mais c'est pas ces aliments-là, c'est encore une fois, qu'est-ce qui a sous-tendu ce comportement-là. Donc, je sais pas si je réponds un petit peu à vos questions, celles et ceux qui m'avaient posé ces questions-là. En tout cas, c'est ma réponse, c'est une réponse. On pourra y aller un petit peu plus si vous le souhaitez. Une autre question qui m'avait été posée, je prends mes notes, c'était Lucille. Les probiotiques sont-ils suffisants pour maintenir notre microbiote en bon état? Et il y avait la question d'hyperperméabilité intestinale. Alors l'hyperperméabilité intestinale, j'en ai parlé, donc en replay vous pouvez revenir voir puisque cette vidéo là je la posterai sur ma chaîne YouTube et également vous pourrez aller le revoir sur ma page Facebook Pierre Lapouge Intelligence Nutritionnelle. Les probiotiques, bon alors là je vais être cash, moi je suis pas en faveur des probiotiques parce que, alors, les probiotiques, tout dépend quand on les emploie. Après une antibiothérapie, quand c'est pour venir corriger une dysbiose importante et nous aider à changer le terreau, très bien. Mais pourquoi je ne suis pas super fan des probiotiques? Et c'est un euphémisme, parce que
Vous mettez d'abord sur les 1200 environ souches que l'on a, les probiotiques, on en connaît très peu et en plus on va vous faire consommer que celles qui sont protégées, qui vont garantir le maximum de revenus pour le fabricant, etc. Donc c'est pas forcément les plus utiles, qui elles sont libres et donc n'intéressent pas beaucoup de fabricants de les diffuser. Donc bon, mais ça c'est une petite parenthèse parce que je connais aussi un peu ce monde-là. La biodiversité, j'en reviens, notre planète intérieure, c'est vraiment une planète. Cultiver la biodiversité, donc amener plein de fibres, va favoriser la biodiversité. Et notre microbiote est un équilibre dynamique. C'est pas 1200 familles et plus ou moins selon qu'on a affecté notre diversité. Il y en a certains qui sont très représentés, d'autres faiblement représentés. Certaines ont des territoires, d'autres occupent ont colonisé l'ensemble de notre système digestif. Certaines sont placées à des endroits clés stratégiques, etc. Donc c'est un système dynamique. Et en fonction à la fois de leur environnement, émotionnel, stress, paramètres biologiques, environnement, respiration, sommeil, mais également l'environnement nutritionnel. Vous avez vu que c'est qu'une petite partie, la nutrition. Certaines vont se développer plus et donc étouffer les autres, au contraire, d'autres vont émerger, etc. Donc, les probiotiques, vous mettez des bactéries que vous n'aviez pas forcément en vous, ou en tout cas qui étaient sous-représentées. D'abord, vous n'êtes pas certain que celles que vous ajoutez soient celles dont vous étiez sous-représentées. En plus, admettons qu'elles soient sous-représentées. Si vous ne les aviez pas, c'est que votre terreau n'est pas favorable à leur croissance. Donc, pour moi, les probiotiques, c'est vous mettez des graines dans un sol que vous n'arrosez pas. Et en plus, il est froid, c'est pas la bonne saison. Les graines ne poussent pas. Vous vous dites, zut, ça pousse pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez des graines. Et vous dites, ah, là, je les compte, j'ai beaucoup de graines dans mon sol. Ok, très bien. Elles poussent toujours pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez continuer longtemps à mettre des graines dans un sol stérile? Par contre, si ces graines-là, vous les arrosez, vous aérez le sol, vous le couvrez un petit peu pour qu'il se réchauffe vite, etc., ces graines vont germer. Donc c'est exactement la même chose avec votre flore intestinale. Vous mettez des probiotiques, mais vous avez un terreau qui ne leur permet pas de coloniser de façon pérenne, de se reproduire, de trouver un équilibre avec les familles voisines, de trouver leur territoire et donc de pouvoir délivrer leurs molécules d'intérêt pour votre santé, votre système immunitaire, etc. Oui, mais du coup, si vous ne changez pas le terreau, ça ne sert à rien d'en mettre. Donc, notre microbiote, mais tiens, Valérie, merci pour ta question, c'est un pont parfait, merci. Notre microbiote est quelque chose de très personnel. On a 98 ou 99% de patrimoine génétique en commun d'un individu à un autre. On a seulement 4 à 5% de microbiote commun. Donc ça veut dire qu'on a une beaucoup plus grande diversité liée à notre microbiote qu'à notre patrimoine génétique. Et si en plus, j'aime bien les chiffres, on rajoute qu'on a à peu près 36 fois plus de gènes microbiotiques que l'on en a au niveau... Non, pardon, 360 fois plus de gènes microbiotiques qu'on en a dans notre génome humain, vous comprenez qu'on a beaucoup plus intérêt à aller puiser les ressources dans notre microbiote que dans notre propre génétique. Alors par contre, il est propre à chacun. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que je vous dirai jamais mangez ça, mangez ça, mangez ça, parce que c'est propre à vous. Par contre, je peux vous dire, faites vos propres expériences. Les fibres, c'est une constante. Par contre, quel type de fibres? Fruits, légumes, crus, cuits, jus, machin, tout ça. Allez-y, faites vos expériences, juste consommez, observez-vous, voyez si ça détend, si ça fait du bien, si ça fait des douleurs, si ça gargouille, etc. Comment vous vous sentez, observez la partie psychologique, est-ce que ça allège mes pensées, est-ce qu'au contraire ça me confuse, comment je suis. Tout ça est lié à votre microbiote, ce ne sont pas des choses séparées, ça communique. Et comme en plus votre microbiote intestinal, depuis le début de cette vidéo Facebook, vous savez qu'il communique avec le microbiote pulmonaire et que nos deux microbiotes communiquent et s'échangent des informations, vous avez vraiment tout l'environnement pour prendre vraiment soin de votre système immunitaire en cette période de confinement. Alors, choucroute, kéfir, fruits, pain, etc. Oui, les aliments fermentés ont plusieurs intérêts. Oui, allez-y, bien sûr, mais encore une fois, la solution n'est pas dans un aliment miracle, mais dans
un équilibre, et par rapport à cet équilibre-là, vous le nourrissez par la partie alimentaire, mais vous le nourrissez surtout par votre environnement direct, c'est-à-dire votre respiration, vos émotions, votre stress, votre dépense énergétique, votre sommeil, etc. Donc, les aliments ne sont qu'une petite partie de ce qui vous nourrit, ne l'oubliez jamais, les amis. Alors, comment connaître son propre microbiote et comprendre de quelle souche on est en manque? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas important. Et pourquoi c'est pas important? Parce que tu vas pas pouvoir y faire grand-chose. On fait avec le microbiote que l'on a. C'est pas parce qu'on va faire un régime paléo qu'on va avoir le microbiote de l'homme préhistorique. C'est pas parce qu'on fait un régime vegan qu'on va avoir le microbiote des Indiens d'Amazonie. C'est pas parce qu'on fait... Voilà. Donc, notre microbiote, il s'est créé lors de notre naissance ou juste avant notre naissance, selon qu'on soit né par voie naturelle, par césarienne, on a un ensemencement différent. Et ensuite, selon qu'on a mangé des choses plus ou moins stériles et plus ou moins variées, on a été en contact avec plein de bactéries, etc. Et surtout par une voie non alimentaire, c'est-à-dire les doigts dans la bouche, la terre, le sable du bac à sable, etc. Je vous l'ai dit, notre microbiote vient de la terre. On a une terre intérieure dont la vie biologique dépend de cette flore intestinale, donc c'est comme ça qu'on l'a colonisé. Ensuite, notre alimentation, notre stress, notre environnement familial, nos blessures, etc. ont fait que on a favorisé cette diversité ou au contraire on l'a réduite. Et donc aujourd'hui, ton microbiote, il est ce qu'il est. Je ne pense pas, ce n'est que mon avis, je ne pense pas, sauf cas extrême, c'est-à-dire les greffes fécales, c'est-à-dire on lave complètement, on stérilise notre microbiote et on vient vous mettre le microbiote de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement hard. Moi je suis des groupes là-dessus, c'est chaud, il y a plein de problèmes derrière, mais aussi d'espoir sur cette thérapie-là, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Donc aujourd'hui ton microbiote, il s'est développé jusqu'à 6, 7, 8, 9 ans, et maintenant, ben, au mieux, il est resté comme ça, et donc tu as la chance d'avoir une grande diversité, ou bien des épisodes de ta vie, qu'ils soient émotionnels, nutritionnels, comportementaux, stress divers et variés, ont réduit sa diversité. Et donc par rapport à cette diversité-là, aujourd'hui, tu dois faire avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais je pense que la question clé, c'est pas de se dire, il me manque des souches, je dois en rajouter, c'est de dire, ok, j'ai la diversité que j'ai, déjà avec ça je peux faire beaucoup, quoi. J'ai quand même un beau sol, et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de pouvoir l'entretenir au mieux? Et donc là, ça va être tes propres expériences de voir au niveau des fibres, au niveau des exercices de respiration, au niveau de laisser remonter des émotions de ton intérieur, comment ça agit sur ton corps. Parce que si on se pose la question de souche qui me manque, c'est qu'on a certains symptômes, c'est qu'on se retrouve avec des douleurs au ventre, c'est qu'on se retrouve avec des ballonnements, de la constipation, voire même des choses plus graves, des hémorragies, des choses comme ça, ou bien, enfin bref, quoi, des intolérances, des allergies, etc. Mais ça, ce sont les symptômes. Donc, quelle est la cause dessous? Quelles sont les raisons profondes, les racines de tout ça? Elles sont rarement alimentaires, elles sont souvent émotionnelles, elles sont souvent un non-alignement entre ce que le corps nous réclame et ce que le mental lui dit de faire. Et le mental lui réagit à nos conditionnements, etc. C'est pour ça que d'aller voir dans ses tripes, pour moi, c'est un exercice hautement spirituel. Et oui, j'ose le mot, aller voir son intérieur, son ventre, ses tripes, son microbiote, c'est contacter sa spiritualité. Pour moi, la spiritualité est incarnée, elle est à l'intérieur de nous, elle dépasse notre corps, mais elle est assurément à l'intérieur de nous. J'aime à dire que la paix du cœur passe par la paix du ventre, et je crois que c'est vraiment le premier point où il faut aller. Donc, j'en reviens à cette histoire de microbiote. La qualité de son microbiote, elle est ce qu'elle est, elle est ce que tu en as fait aujourd'hui, mais sans culpabiliser, c'est juste la somme de tes comportements qui l'a amené où il est, et maintenant, ça va être toute l'habileté à venir, une fois que tu as pris conscience de ça, de venir l'aimer, de ne pas vouloir forcément lui en rajouter, mais vouloir essayer d'aider l'équilibre naturel, l'écouter, lui donner sa dose de respiration, sa dose de détente, sa dose de gestion émotionnelle, aller voir qu'est-ce qui n'est pas aligné en nous
aider ça par des comportements alimentaires qui vont venir sous-tendre tout ce travail-là. Mais j'ai envie de dire que la nutrition vient soutenir le travail psychologique et comportemental et pas l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher la solution dans l'aliment, allons la chercher en nous et venons l'aider en donnant des fibres, et à vous de voir quelle est la forme de fibre qui est la plus adaptée, mais vous allez avoir la réponse rapidement, parce que ce qui est formidable avec nos microbiotes, c'est que les réponses sont rapides et on les ressent au niveau de notre bien-être, au niveau de notre psychologie, au niveau de notre bien-être, au niveau de notre capacité à aller de l'avant, etc. Anne, je crois que si tu m'autorises à le citer, qui était dans le webinaire, qui avait suivi ma formation, avait fait une expérience formidable. J'y avais demandé de faire l'expérience de diminuer la quantité de protéines juste pour voir ce que ça faisait. Mais l'impact, il n'était pas sur le corps physique, il était sur le corps émotionnel. Elle avait une plus grande légèreté à aller vers les autres, à pouvoir discuter, elle avait les pensées plus claires, etc. Et ça, aujourd'hui, on l'explique scientifiquement par les molécules, les neurotransmetteurs qui sont créés par certaines souches qui sont plutôt habiles à digérer les fibres, certains prébiotiques, etc. Ou les protéines ou les acides gras, etc. On l'explique aussi par, ah tiens, je ferai un Facebook que là-dessus, les acides gras à courte chaîne, les AGCC, parce que c'est super important, j'en ai peu parlé là, mais je me le note demain, je vous en parle. Et donc, ce sont des molécules qui ont beaucoup d'intérêt, qui viennent nous soigner, qui viennent nous guérir. Et donc, merci Anne de nous le confirmer. Donc voilà, le microbiote vous parle, mais il ne vous parle pas forcément dans le ventre, il vous parle aussi dans la tête. Et ça peut vous paraître fumé, etc. Non, faites-en l'expérience, faites-en vous-même l'expérience et vous verrez. Donc Maria, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle de te dire que tu peux pas faire grand-chose pour ton microbiote dans sa diversité actuelle. Par contre, tu peux d'abord essayer de ne plus la réduire et maintenant de jouer sur les équilibres dynamiques, c'est-à-dire que dans cette diversité, c'est pas linéaire, c'est pas des familles qui sont toutes à côté, mais par contre, il y a vraiment faire émerger certaines autres, leur apprendre à recoloniser certaines zones de toi-même pour qu'elles soient plus bénéfiques à ton état d'être global. Et ça, c'est du réalignement entre les trois sphères, comportement, psychologie et alimentation. Donc, je pense que tu peux lâcher peut-être et c'est un peu stressant d'aller voir qu'est-ce que je dois manger, etc. et revenir à ton intérieur, faire quelques expériences dessus. On pourra continuer à échanger dessus avec très grand plaisir, mais vraiment, je pense sincèrement que la diversité étant, nous cultivons-la, arrêtons déjà de déforester notre planète intérieure et maintenant reprenons des bonnes pratiques pour pouvoir avoir une diversité la plus grande possible, un équilibre dynamique le plus adapté. Notre microbiote est plus habile que nous-mêmes à évoluer par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, le confinement, cette pandémie nous oblige à être dans un environnement qui est absolument différent de celui que nous avions il y a ne serait-ce qu'une semaine, et donc notre microbiote est sûrement beaucoup plus à même à s'adapter à ce nouvel environnement que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il se reproduit toutes les 20 minutes à 2 jours. C'est la durée de vie à peu près d'un cycle de nos micro-organismes. Nous, on fait des générations tous les 25 à 35 ans. Donc forcément, l'évolution et l'adaptation à un environnement, à un changement est beaucoup plus plastique et beaucoup plus rapide par notre microbiote que par nous-mêmes. Et rappelez-vous qu'il y a 360 fois plus de gènes dans notre microbiote que dans le corps humain. Donc ça veut dire que les réponses, la qualité, la quantité de réponses est beaucoup plus grande. Donc apprenons à nous écouter plus, allons-y là-dessus. Oui, c'est complexe, mais en même temps, on peut y mettre la simplicité. Donc avec vraiment le premier exercice, c'est d'aller profondément chercher la respiration dans son ventre et de laisser émerger tout ça, bouger, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais vous... oups, là, j'ai mis un coup de pied à mon téléphone, désolé. Voilà ce que je voulais vous dire sur les probiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? Les prébiotiques, ce sont des fibres qui vont favoriser, alors de chaînes plus ou moins longues, qui vont favoriser certaines souches. Les gens ont l'habitude de parler, en tout cas une grande partie des personnes parlent de souches bénéfiques ou
ou non bénéfiques? Non, merci Marc, un bon week-end à toi et peut-être à demain. Il n'y a pas de souches qui sont bénéfiques ou pas bénéfiques. On a besoin de toutes nos souches. Encore une fois, elles sont chacune adaptées à ce qu'elles savent faire. Le problème, c'est quand on donne trop de protéines à des souches qui savaient digérer que les fibres, elles vont devoir s'adapter, manger vos protéines et faire des produits de dégradation parce qu'elles sont moins habiles que les autres. Et du coup, c'est ces produits de dégradation qui vont devenir toxiques pour le corps. À l'inverse, vous donnez que des fibres à certaines souches qui sont utiles pour savoir dégrader les acides gras et les fibres animales, elles vont survivre, mais elles vont pas super bien vivre. Donc, c'est cet équilibre-là et d'apprendre à s'écouter, à domestiquer, écouter ses tripes. C'est vraiment pour moi l'essentiel. Et c'est pas une image, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne pour pouvoir faire émerger ces solutions qui viennent de nous. Donc, il y avait une question de Michel sur l'énergie. L'énergie, je crois que c'est un ensemble global qui repose sur ces équilibres-là, nutrition, comportement, psychologie. Je pense que tous les conseils ou tous les partages que je vous ai fait ce matin ont trait avec l'énergie. Si tu veux, on pourra faire quelque chose de plus spécifique dans les prochains lives. Je vous mettrai dessous, peut-être, j'ai un e-book là, de 24 pages sur l'énergie qui est gratuit, entièrement gratuit. Et là, je ne suis pas là pour faire de commerce, c'est vraiment vous partager un maximum. Je vous mettrai le lien, vous pouvez le télécharger et voir comment on peut manager son énergie, son état d'énergie à travers l'intelligence nutritionnelle, la partie nutrition, comportement, psychologie et vous verrez comment on augmente finalement assez facilement notre état d'énergie en allant voir au fond de soi. Microbes système immunitaire, on en a parlé pas mal et déficit de globules blancs, ça c'est une question spécifique de Michel. Ouais, ok, déficit de globules blancs, je peux pas donner de réponse spécifique parce que là on n'est pas dans un cadre médical, vous l'avez bien compris. Moi j'ai aucun moyen ni même de légitimité à faire de diagnostic. Après il faut savoir les déficits en globules blancs, est-ce que c'est par rapport à un traitement lié à un cancer, est-ce que c'est par rapport à un problème particulier, est-ce que c'est un état général lié à une dysbiose? Ce que je peux dire, ok Else, vidéo sur l'énergie, en plus du e-book que vous pourrez télécharger, je ferai un live dans la semaine, je ne sais pas si c'est demain ou dans les jours suivants, mais on fera un truc spécial énergie, c'est noté. Je reviens au déficit de globules blancs, je crois que c'est difficile de donner une réponse spécifique, mais par contre au niveau global, les globules blancs sont vraiment le siège, en tout cas le bras armé de l'immunité. Pour ça, le microbiote est impliqué parce qu'il vient faire plein de précurseurs qui viennent pouvoir favoriser l'action soit en synergie, soit directement pour la synthèse des globules blancs. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai envie de dire qu'en plus de tout ce que j'ai dit au niveau nutritionnel, psychologie, comportemental, peut-être rajouter un focus particulier sur tous les précurseurs de la vitamine A. Alors vitamine C bien sûr, mais on n'est pas très carencé dessus, juste en ce moment, ce qu'il y a de saison, c'est carottes, il y a encore des potirons, on commence à avoir, il y a encore des mangues, alors oui elles viennent de loin, mais elles sont riches là-dedans. Il y a tout ce qui est vert, épinards, laitue, brocoli, etc. regorge de vitamine C, etc. Donc allez-y. Provitamine A, c'est vraiment essentiel, notamment si on a un déficit en globules blancs. En tout cas, c'est la littérature scientifique qui montre qu'il y a un lien, une corrélation directe. Donc cette provitamine A, tu vas le trouver où? Dans tous les aliments riches en bêta-carotène en particulier. Donc là, tout ce qui est jaune, vas-y, tout ce qui est orange, vas-y, tout ce qui est rouge, vas-y, tout ce qui est vert, vas-y aussi. Donc ce sont des pigments naturels des plantes qui viennent montrer finalement une richesse en bêta-carotène. Donc go avec ça. Si en plus il y a peut-être des soucis de constipation avec le confinement, le changement alimentaire, le manque d'exercice physique, etc. Allez voir du côté des algues, du côté des champignons, etc. C'est très très riche en fibres et ça fait partie vraiment des aliments qui sont simples. Alors champignons, n'allez pas mettre si vous vous régalez avec des truffes ou des cèpes, c'est cher, mais c'est très bon, moi j'adore, mais c'est cher. Mais par contre, champignons de Paris, c'est de l'eau et des fibres, et c'est des fibres prébiotiques en plus. Donc c'est quelque chose de simple, peu calorique, même quasiment pas calorique, et très riche en fibres. Donc si vous enrichissez avec des aliments comme ça, plus
fruits rouges, poivrons, potirons, carottes, mangue, oranges, mandarines, légumes verts, etc. Tu vas faire le plein de précurseurs de la vitamine A qui sont vraiment recommandés, en tout cas d'après la littérature scientifique et mon expérience aussi, lorsqu'on a des épisodes plutôt déprimés en termes de globules blancs. Et puis là, il y a quelque chose qui va nous manquer beaucoup, c'est les temps d'exposition à la lumière, parce que il va nous manquer quand même des expositions dehors. On n'a pas la possibilité de faire des grandes balades en nature, alors sauf à avoir un chien très endurant et pouvoir se promener avec lui, mais si on n'a pas d'animal à promener en dehors de la capacité à faire un peu d'exercice physique avec l'autorisation écrite, il va falloir pouvoir trouver une phase d'exposition à la lumière. C'est critique, on est en sortie d'hiver. Donc là-dessus, moi, j'ai pas beaucoup de choses à vous favoriser parce que ça dépend d'où vous êtes. Mais en tout cas, gardez-vous en conscience que chaque fois que vous le pouvez, faites rentrer la lumière, aérez-vous et faites rentrer la lumière, profitez de la lumière. C'est pas que physique, c'est aussi la lumière à l'intérieur de vous et ça pourrait presque être la conclusion de ce live. Donc prenez vraiment soin de vous et pensez à la lumière, c'est vraiment important. Donc je pense que j'ai pas tout couvert, mais 12h30, 1h30, je pensais jamais faire aussi long. Merci de votre connexion. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez pensé que c'était utile. Et puis surtout, mettez vos commentaires, les questions. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. J'essaierai de faire un petit peu plus court et je ferai un focus sur les acides gras à courte chaîne, toujours en relation avec l'immunité. Et puis on pourra partager. Il y a plein d'autres choses qui me viendront aussi. Et je vous mets le lien pour télécharger l'e-book Booster votre énergie. C'est gratuit. Ne vous en privez pas. Partagez également. Et puis, voilà. Mettez-moi vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne sais pas si je vous apporte aucune vérité, encore une fois. Je vous apporte mon partage, mon expérience, ce que j'observe sur moi d'abord et sur les personnes que j'accompagne. Faites votre expérience, faites votre vérité vous-même. Je ne sais pas qui disait, mais j'ai adoré cette phrase-là. La vérité, elle est le fruit de notre propre expérience. Donc, prenez soin de vous, faites vos expériences. Prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Faites vos propres recherches et je suis là pour les partager avec vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. L'amour et l'énergie, c'est, je crois, ce dont on a besoin dans cette période où on peut s'isoler peut-être plus facilement. Donc, je vous en envoie plein. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous.